Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci Eric. J'espère que nos auditeurs, ça va tout super bien. Eric, toi, ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, Yann, aujourd'hui, on présente une entrevue qu'on a déjà présentée par Ouais. segment. Aujourd'hui, on vous la présente dans l'entièreté parce qu'il y a des gens qui aiment ça par segment, d'autres qui aiment ça par entièreté. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important dans le développement des régions en particulier, puis du développement économique aussi Oui. du Québec. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Yann? On parlait des transports, on parlait plus spécifiquement de la locomotive, du train, du développement du train, du chemin de fer là, avec Philippe. Alors, on vous présente notre spécialiste de l'histoire des transports, Philippe Aubry, à l'instant. Alors, on est en compagnie de Philippe Aubry. Philippe, ça va bien? Salut Eric, oui, ça va bien et toi? Super. Salut Yann. Salut, ça va? C'est le fun de te Oui. revoir. Ben oui, ça fait un petit moment, oui. Philippe, si on d'entrée de jeu, hein, on t'a déjà rencontré pour que tu nous racontes l'histoire des Laurentides. Aujourd'hui, ce qui t'amène, c'est l'histoire du train. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire du train au Québec? Écoute, tu sais, le train, c'est un moyen de transport qui est fascinant, qui est surtout aussi marquant hein, dans l'histoire du Québec, mais pas juste. Et puis, ben forcément, en tant que camionneur, moi, j'ai déjà fait avec vous, je pense, l'histoire des routes. Puis, ben, veux pas, je savais que je pouvais toucher à une autre question par rapport au transport. Le train, qui est tout aussi important, c'est une autre sorte de transport terrestre, mais qui a aussi aidé à bâtir les régions comme les Laurentides, la région que j'étudie. Puis, je vous le cacherai pas, hein, comme n'importe quel petit gars, moi, un train, ça m'a toujours fasciné. Surtout les Euh, vieux locomotives à vapeur, là, les avec locomotives à vapeur, le un peu comme... mécanisme exposé puis tout, là. Exact, oui, puis c'est imposant, puis j'ai toujours eu une fascination pour ça. Donc, quand je fais mes recherches historiques, ben, c'est un peu comme l'histoire des routes. J'avais une attirance naturelle à vouloir rechercher tout ce qui touche à l'histoire des trains parce que c'est fascinant, puis c'est un vecteur de société, c'est un facteur de développement, hein, le train. Mais également, quand j'en parle, c'est une des premières choses qui me vient en tête, ça va être, ben, le train est arrivé dans telle ville en telle année, peu importe, on se comprend. Fait que je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de venir vous en jaser, justement. Oui, puis en même temps, le train, historiquement, tu sais, on le sait, le temps au Canada qu'aux États-Unis, ça a été un vecteur de développement. Là, le développement de l'Ouest est arrivé beaucoup avec des chemins de fer pour se rendre, parce que dans le temps, on n'avait pas d'autoroute, là, on faisait ça à pied, sinon, à On cheval. avait, on Le n'avait pas le cheval de choix, ouais. fer, le train Ouais. apportait une proximité qui était sinon impossible. Puis ça a été vraiment un développement, tu sais, qui avait été fait volontairement pour développer des régions. Ouais, exact. Mais avant qu'on parle du développement de l'Ouest, Philippe, si tu pourrais commencer là, sans nous faire là, une grande exposé sur l'histoire du train, mais avant qu'il arrive au Québec, là, c'est inventé en quelle année, qui invente ça, dans quelles circonstances? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette année, au moment où ce que la capsule elle va paraître, on est en 2025, puis le train fête 200 ans d'existence. Du Quand moins même. pour la forme qu'on lui connaît actuellement. C'est-à-dire qu'auparavant, on utilisait déjà ce qu'on appelle des voies ferrées, comme dans les mines, par exemple, il va y avoir des petits wagons sur des rails, ou Actionné manuellement, genre? j'imagine, oui, ou traînés par des chevaux. Wow. Mais la première fois que la locomotive, donc le chemin de fer comme on l'entend aujourd'hui, il y a une locomotive qui tire des wagons, c'est inventé en Grande-Bretagne, sans surprise. Hein? La Grande-Bretagne, c'est le pays d'où la révolution industrielle a commencé. Donc en 1825, par un certain George Stephenson. Son premier chemin de fer, c'est vraiment pas long. Là, j'ai pas devant moi les villes qui relient, mais c'est assez facile à trouver sur Internet puisque ben, c'est à lui qu'on doit cette invention-là. Puis tu sais, très rapidement, ce qui part de l'Angleterre va venir aux États-Unis et finalement au Canada.
Évidemment, aujourd'hui, là, quand on va parler de l'histoire des chemins de fer, j'irai pas tout le temps dans les détails parce que je pourrais vous en parler pendant des jours. Mais tu sais, pour faire un résumé, c'est inventé il y a 200 ans en Grande-Bretagne, donc la première fois que c'est utilisé. Aux États-Unis, le premier chemin de fer à être mis en service, c'est 5 ans plus tard, en 1830. Là, quand même. Quand même, c'est vite. C'est très vite. Puis ce qui est aussi Comment ça fait ce qu'on a eu ça, nous autres? ici au Canada, et donc au Canada, ben, c'est arrivé au Québec en premier, puisqu'on est au Bas-Canada dans ce temps-là. C'est en 1836. Ah, c'est quand même vite. OK. C'est assez tôt dans l'histoire, effectivement. Puis c'est quelque chose qui, depuis le moment que ça a été inventé, ça se parlait déjà de l'amener au Canada pour une simple et bonne raison. Tantôt, on parlait du développement de l'Ouest qui va venir beaucoup plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les seuls moyens de transport efficaces dans un grand pays comme le Canada, c'est l'eau à ce moment-là. Parce que si on se déplace sur la Terre, les chemins, c'est pas vraiment praticable sur des longues distances. Surtout, c'est très, très lent. Puis se déplacer à pied, c'est pas efficace. Donc, c'est l'eau avec, mettons, les navires, puis on va avoir inventé le navire à vapeur, justement, dans ces années-là, qui nous permet de se déplacer. Mais là, on est un pays que, malgré qu'il y a beaucoup de plans d'eau, ben, les distances sur Terre sont inimaginables. Donc, on se dit, on va essayer de battre ça en amenant le train. Faut pas avoir juste des villes sur le bord de l'eau non plus, tu sais. Exactement. Mais généralement, le fait d'être sur le bord de l'eau, qu'on pense à Montréal ou à Québec, ça fait en sorte que la ville, justement, elle devient très importante assez rapidement. Puis donc, ben, comme je vous disais, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on s'intéresse à l'idée du chemin de fer. La preuve, c'est qu'en 1831, on va déposer un projet de loi à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada qui s'appelle la Champlain and St. Lawrence Railroad. Puis dans le fond, ce projet de loi-là va mener à la construction du tout premier chemin de fer entre La Prairie, je vais juste regarder sur mes notes, entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu en 1836. Donc c'est un trajet qui fait 23 km. Et la raison pour laquelle on construit le chemin de fer à cet endroit-là, c'est qu'auparavant, il y a un chemin de portage entre la rivière, la Richelieu, et la Prairie, on est sur la rive sud de Montréal, donc on veut faire un lien plus rapide entre Montréal puis la rivière Richelieu. OK, ouais. Parce que je me disais, c'est quand même pas des grosses villes, là. C'est pas. Non, c'est pas Montréal, New York, là. Effectivement. Je vais ajouter une nuance qui est quand même intéressante, puis probablement que la plupart des gens qui vont nous écouter vont pas savoir ça. Moi, malgré mes connaissances en termes de transport, quand j'ai poussé les recherches par rapport aux premiers chemins de fer, j'ai été surpris d'apprendre que les premiers chemins de fer, même si on les appelle chemins de fer, les rails sont en bois. Ah ouais? On appelait ça un chemin à lisse de bois. Puis, évidemment, le train ne circule pas sur le bois directement, ça ne serait pas possible. Mais sur ces grands madriers de bois qui servent de rails, on dépose une couche d'acier plus tard, mais au début, c'est du fer. Et les wagons roulent là-dessus. Puis évidemment, vous comprendrez que dans un climat comme celui du Canada, surtout avec le gel des gels, le printemps, etc., ben ça fait pas des rails qui durent très longtemps. Fait qu'éventuellement, on va remplacer ce type de rail-là par des rails en fer puis en acier. Je pense que c'est autour des années 1850, 1860 là, que ça va se standardiser ainsi. Puis l'autre affaire que j'ai appris en faisant mes recherches, je vais le partager à tous pour vous coucher moins niaiseux. La largeur des voies ferrées. Oui, c'est ça que j'avais demandé. C'est pas... OK. La largeur des voies ferrées, il existe différents standards, différents gauges qu'on appelle en anglais, donc différents gabarits. Mais le gabarit qu'on appellerait standard aujourd'hui, donc que tout le monde utilise au Québec et aux États-Unis, ça vient de la largeur des carrioles dans ce temps-là. OK. On a vraiment des carrioles sur un rail avec une locomotive. Est-ce que c'est les mêmes standards qu'il y avait en Angleterre? Oui, il me semble que oui, c'est un standard qui a été adopté assez rapidement, mais comme je l'explique, il existait d'autres types, c'est l'écartement des voies. Il en existait plusieurs autres, puis au début, le fait que ça ne soit pas standardisé, il va y avoir différents projets que je vais vous parler justement là, par rapport à ça. On aurait pu avoir deux chemins de fer concurrents qui auraient des grandeurs différentes si ce n'était pas standardisé. En fait, ça s'est vu même. Parce que là, une fois qu'en 1836, on a lancé le premier chemin de fer, je pense que je pourrais quand même donner certains détails dessus là, pour les gens. Il y avait deux locomotives pour cette voie ferrée-là.
dont une qui s'appelle la Dorchester. Elle a été construite en Angleterre, bien évidemment, parce qu'au début de l'industrie ferroviaire, en fait, au début, tout ce qui touche le chemin de fer, c'est importé. On fabrique rien ici avant un certain temps. On avait-tu déjà des places pour faire ça? C'est quand même beaucoup de métal à gérer. À ce moment-là, non, parce que c'est une technologie qui est complètement nouvelle. Puis il faut savoir aussi, le Québec n'est pas un emplacement où il y a des industries capitalistes avant les années 1800. Exactement. À cette époque-là, on est encore dans l'époque artisanale. Puis ce genre de machinerie-là, il faut fabriquer ça dans des usines. La vitesse maximale que ça pouvait se déplacer, ce qui est quand même impressionnant, c'est 48 km/h. Lors des premiers essais, ils vont avoir des problèmes puis ils n'iront pas à cette vitesse-là, mais quand même, tu penses qu'à cette époque-là, se déplacer à une aussi grande vitesse, les gens n'ont jamais vu ça. On va voir quand je vais vous parler d'un train très célèbre qui touche la région des Laurentides un peu plus tard. Je vais vous expliquer comment que la construction ça se fait. Puis on va voir que le train, justement, c'est une infrastructure qui est exigeante pour permettre justement les déplacements à grande vitesse. Mais ce train-là, le train qui va entre la Prairie puis Saint-Jean-sur-Richelieu, il est inauguré en 1836, puis l'année suivante, il va servir dans des événements qui sont très connus dans l'histoire du Québec, dans les rébellions patriotes. Ah ouais? Ce train-là va transporter les soldats britanniques en direction de Montréal qui s'en vont justement à Saint-Eustache régler le conflit. La question patriote, là. Après ça, ils vont prendre un bateau à vapeur pour traverser sur l'île de Montréal. La même chose pour traverser du côté de l'île Jésus. Puis ensuite, entre l'île Jésus et la rive nord, il y a un pont. À ce moment-là, c'est le premier train du Québec, mais quand même, c'est impressionnant. Ce train-là, il va être allongé plus tard. Je vais vous sortir les dates ici. En 1851, cet embryon de voie ferrée-là est allongé vers le sud, donc tout juste à la frontière des États-Unis, du côté américain. On s'en va à Rouse Point, j'espère que je le dis comme il faut, dans l'État de New York. En 1852, il va être allongé le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la Saint-Lambert, qui est aujourd'hui Longueuil. Et puis, en 1857, il va être fusionné avec le Montreal and Lachine Railway, qui, lui, a ouvert en 1847. Et puis, vous comprendrez que, vu son nom, il relie la ville de Montréal, qui à ce moment-là correspond au vieux Montréal actuel, et le village de Lachine. Et ça aussi, c'est intéressant parce que le chemin de fer a été construit dans cet endroit-là pour compenser le fait qu'il fallait éviter les rapides de Lachine. OK. Parce que le canal, il était pas... il venait juste d'être construit à ce moment-là. Exact. Le premier canal. Le premier canal de la Chine avait seulement une vingtaine d'années, puis il était vraiment pas la largeur qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la voie maritime, là, carrément. Là. C'était pas adapté pour tous les types de transports, surtout pas pour des navires un peu plus imposants. Et donc, le chemin de fer venait répondre à ce besoin-là. Par ailleurs, c'est pas le seul, hein, ce chemin de fer-là, à contourner un obstacle naturel. Dans les Laurentides, la région qui m'intéresse, il va y avoir un train assez rapidement dans l'histoire des trains au Québec. En 1854, on inaugure le Carillon and Grenville Railway. Et ce projet-là est intéressant parce que d'abord, on utilise un empattement qui est beaucoup plus large, donc une voie ferrée qui est beaucoup plus élargie que celle qu'on connaît dans le standard canadien qu'on appelle. Mais également parce que ce projet de train-là, c'était supposé relier Montréal à Bytown, qui est aujourd'hui Ottawa. Puis, à l'époque, c'était assez complexe de faire des chemins de fer. Ça demande énormément d'argent. Puis, généralement, c'est des intérêts privés qui souscrivent de l'argent dans les premiers projets de chemin de fer. Tu sais, par exemple, le chemin de fer à la Prairie, John Molson, le grand industriel montréalais, a mis de son argent dans ce projet-là. Joseph Masson, qui est le premier millionnaire canadien-français, a aussi participé financièrement à ce genre de projet-là, si je me rappelle bien. Et donc, le projet entre Montréal et Bytown, on va juste construire un segment de quelques kilomètres entre la ville de Carillon, où il y a le barrage aujourd'hui sur la rivière des Outaouais, et puis la ville de Grenville, parce qu'il y a des rapides à cet endroit-là. Et donc, aucun navire ne peut continuer plus loin sur la rivière des Outaouais à cause de ces rapides-là. Il y avait des bateaux à vapeur qui se rendaient jusqu'à Carillon. On débarquait les passagers à cet endroit-là. Vous embarquez dans le train. Vous vous rendez jusqu'à Grenville. Vous embarquez dans un autre. Et voilà. Et malheureusement, ce projet-là n'a jamais été prolongé.
c'est d'autres projets finalement qui vont se faire à la place. Puis, qu'est-ce qu'on transporte durant cette époque-là, au début, là, à part des passagers, là, j'imagine, mais quelle marchandise qu'on transporte? Pour répondre à cette question-là, il va falloir que j'aille un peu plus loin aussi dans l'histoire. Généralement, dès qu'on parle de train, on parle d'industrialisation. Au départ, c'est justement transport de passagers, peut-être un peu de marchandises, mais les endroits où il y avait des trains, il n'y a pas d'industrie vraiment. C'est plus tard. Pour le monde? Ouais, c'est plus tard quand on va construire justement, quand les voies ferrées vont s'imposer à partir des années 1860-1870, que là, ça va devenir un facteur important pour tout type de transport par rapport aux industries. Tu sais, principalement, ce que j'ai remarqué dans mes recherches, le bois, c'est un matériel qui est souvent transporté parce que le train peut venir compenser pour le fait qu'il n'y a pas de rivière dans certaines régions où on faisait de la drave. Ouais. On peut utiliser les voies ferrées pour transporter la matière première puis la descendre vers les moulins à scie, puis vers les marchés finalement. Pour ce qui est de Montréal, Montréal, c'est une ville qui va s'industrialiser rapidement parce qu'elle devient un peu le point central des voies ferrées au Canada à ce moment-là. Puis je vous dirais pas pour rien. Il faut savoir que à Montréal, la compagnie du Grand Tronc, qui est fondée dans les années 1850 à partir de la compagnie de Montreal and Lachine Railway, cette compagnie-là, c'est la première qui va construire un pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent pour justement permettre aux trains d'aller partout, de connecter Montréal avec complètement le reste du continent, avec les États-Unis, hein, parce que là, je vous disais, la voie ferrée de la Prairie Saint-Jean se rend aux États-Unis. Éventuellement, elle va être allongée beaucoup plus dans le pays, puis ça ne sera pas la seule. Mais le Grand Tronc réalise un exploit en construisant le pont Victoria, qui est inauguré en 1859. Et puis qui existe encore maintenant. Qui existe encore maintenant parce qu'évidemment, il a été transformé. Il a été restauré aussi, mais c'est quand même formidable que ce pont-là, ce soit le premier lien de Montréal, puis qu'encore aujourd'hui, ben, ce pont-là est là pour témoigner de cette époque-là où le train était le principal moyen de transport en Amérique du Nord. La preuve, c'est que le premier pont Victoria, c'est juste le train. Oui, au départ, c'était le train, puis éventuellement, ils ont fait d'autres choses avec. Exactement. Puis tu sais, le pont de Québec aussi, c'était la même chose. Le pont de Québec, ça, c'était un pont juste de train au départ. Oui, originellement. Ouais. C'était une merveille de développement. L'empattement du pont de Québec, c'est un pont cantilevé. C'est encore maintenant le plus long pont cantilevé au monde. Mais c'était le premier ouvrage d'ingénierie. Au début, il voulait le faire par un ingénieur américain. Ça s'est effondré. C'était le premier ouvrage d'ingénierie canadienne. Puis, en termes de génie, d'ingénierie, c'était on bat les Anglais dans le engineering british qui était reconnu en faisant un pont plus long que leur plus long pont. Puis ça a été le début de la reconnaissance d'ingénierie canadienne. Oui. Puis à côté, on a le pont Champlain qui était fait des années 60 puis qu'on a déjà changé. Oui, effectivement, c'est ça. Ça, c'est un autre débat, là, tout ce qui touche à l'histoire des routes, des infrastructures. Mais pour revenir à la marchandise, une autre chose que j'ai remarqué, mis à part le bois, ça va aussi beaucoup servir pour le minerai. Train. Ben oui, les mines. On a beaucoup de mines. Exactement. Il y a énormément de mines sur le territoire. Puis généralement, ben, à l'époque, il faut penser, étant donné que c'est le seul moyen de transport viable pour des grandes distances, le train, c'est un peu comme l'industrie du camionnage aujourd'hui. Oui. Donc, au fur et à mesure que ça se développe, ben, tu peux transporter à peu près ce que tu veux selon les besoins. En général, partout ce qu'il y a de l'industrie, il va y avoir un embranchement de chemin de fer qui va se connecter à une ligne principale d'une des grandes compagnies pour permettre de déplacer la marchandise. Et puis même un peu plus tard, là, on saute un peu dans le temps, le train, ça va être immensément populaire, je vous dirais, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre 1900 puis 1920, il y a énormément d'endroits au Québec où il y a des chemins de fer privés juste pour des compagnies qui vont se permettre de déplacer. Puis généralement, c'est ça, ça va être pour des compagnies forestières ou même des mines. Puis, j'ai des petites anecdotes comme ça, mais par exemple, en Outaouais, ceux qui connaissent la ville de Thurso, d'où est né Guy Lafleur, ben, il existe un chemin de fer privé pour la compagnie des machines à coudre Singer. Cool. Ouais, la compagnie a des concessions forestières dans le secteur tout au nord de Thurso. Je pense, hein? Ça va jusqu'à Duhamel, mais dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, ça va quand même assez creux.
Et puis à partir de 1925, les rails sont posés dans ces régions-là et le train connecte en bas à la ligne principale du Canadien Pacifique. Et puis, ce train-là sert exclusivement au transport du bois de la compagnie, mais des fois, ils le mettent en service pour transport. Les gens peuvent embarquer dedans de ce secteur-là puis s'en servir. Mais c'est un chemin de fer privé. À Nominingue, une petite municipalité dans les Hautes-Laurentides, ben, même principe, il y a un entrepreneur qui va avoir son chemin de fer à lui pour l'industrie forestière et lui utilise un gabarit qui est plus étroit que le standard. C'est un mini chemin de fer. Et puis lui aussi, bon, il le met à la disposition des gens, puis c'est un peu comme une attraction là, le dimanche. C'est une façon de rentabiliser le temps parce que tu ne te sers pas, j'imagine. Exactement, mais c'est le genre de choses qu'on voit un peu partout sur le territoire. Puis aujourd'hui, ça fait un peu drôle de penser à ça, mais à l'époque, c'est logique puisqu'on n'a pas vraiment d'autres façons de transporter les gens, mais la marchandise rapidement sur des grandes distances. Tu sais, c'était une vraie révolution, le train, quand c'est arrivé. Oui, parce que prendre une diligence ou quelque chose dans le genre pour se déplacer, là, c'était pas le même job. Exactement. On parle de voyages qui pouvaient prendre des jours au mieux quand tu n'avais pas des pépins, tandis que le train, quand on a consolidé vraiment, au départ, c'est très embryonnaire. Comme je l'explique, c'est des exemples à gauche, à droite, des petits chemins de fer d'une vingtaine de kilomètres ici et là. Mais à partir des années 1860, puis surtout 1870, on va construire vraiment des plus grands réseaux de chemins de fer. À ce moment-là, les compagnies consolident leur avance. Puis, c'est ce qui va construire le pays qui devient le Canada. On s'entend, le Canada, ça devient un pays en juillet 1867 sur la promesse du chemin de fer. Toutes les provinces qu'on va dire venez dans le Canada, on leur fait la promesse si vous signez la Confédération, la Constitution de la Confédération, on amène le chemin de fer chez vous pour unir le pays. Avant de parler de la Confédération, on va y revenir plus tard. Revenons au transport de personnes, puis revenons un peu en arrière. Là, dans le temps, tu parlais d'une jonction là, jusqu'à Rouse's Point, là, à la frontière des États-Unis. Puis j'imagine que ça sera pas si long que ça avant qu'on poursuive un chemin vers les États-Unis qui, j'imagine, va aider à l'exode des Canadiens français là, vers les industries américaines. Oui, ben effectivement, Eric, tu as raison. D'abord, l'exode rural commence avant que le train arrive. À partir des campagnes, on se rend vers Montréal. Si à Montréal, il n'y a pas de place, on n'est pas à une très grande distance en traversant le fleuve de la frontière avec les États-Unis. D'ailleurs, le curé Labelle, quand il était curé dans les paroisses limitrophes, était témoin de ce déplacement de Canadiens français. Mais c'est écrit, les historiens en parlent, le train, le fait qu'il y ait une liaison entre Montréal et l'État de New York, à l'époque, vient augmenter la facilité de traverser vers les villes américaines où, à ce moment-là, il y a déjà des communautés, les petits Canada, qui sont installés. Donc, ça fait juste aggraver le problème, hein, le phénomène. Et ça, lorsque j'ai fait les recherches pour l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est même aller jusqu'à partir dans les années, tu sais, le phénomène va jusqu'à les années 20, 1920, 1930. Et encore à ce moment-là, c'est mention que les gens utilisent le train pour traverser aux États-Unis. Ben, c'était sûrement la façon la plus rapide. Là. Il y avait pas... Ça coûtait pas cher non plus. Et puis, je trouve ça drôle parce que moi, il y a quelques années, on regardait pour aller à New York, les choix que tu avais, tu ne peux pas vraiment prendre le train. Montréal-New York se faisait pas en ligne droite il y a quelques années en train. Puis pourtant, c'était un des axes originaux de développement. Là, ça fait étrange. Oui, effectivement. Mais ça, justement, l'histoire récente, on va en parler plus tard. Puis on voit qu'est-ce qui arrive au train, puis on voit l'impact que ça a aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que ça va nous ouvrir? Oui, on envoie des gens, on les envoie pas, mais ils se sauvent vers les États-Unis. Est-ce que ça va aussi nous ouvrir des marchés vers les États-Unis? Forcément. Moi, je te dirais, pour résumer vraiment brièvement, Montréal a atteint sa position de métropole canadienne par le fait que d'abord, elle est connectée par les réseaux hydrographiques avec les États-Unis, mais avec le train, elle est connectée avec les marchés et les autres grandes villes américaines.
Et donc, c'est ce qui aide l'industrialisation, justement, à pouvoir exporter énormément sa marchandise sur des marchés plus vastes que celui seul du Québec. Parce qu'on s'entend, c'est un des problèmes du Canada, notre marché intérieur n'a jamais été assez gros. Et le train a un impact à jouer là-dedans. Puis, à partir des années 1880, parce qu'on parlait tantôt le transport du bois, les États-Unis vont demander énormément de bois pour construire leur ville à partir de cette période-là, 1870 en montant, aller jusqu'à 1930. Et la majorité du bois va transiter par Montréal puis descendre aux États-Unis par les voies ferrées. Une fois qu'il est coupé, là. Ouais. Donc oui, ça ouvre un marché. Ça, c'est le bois d'œuvre, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, même maintenant. Exactement. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, ceux qui observent des trains, un peu comme moi, quand ça arrive d'en croiser un, ben qu'est-ce qu'on voit sur les wagons des trains? On voit souvent justement du bois qui est tout en bien empaqueté. Ça, c'est quand la marchandise n'est pas dans les containers, puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Sinon, ben aujourd'hui, il y a les voitures aussi là, qu'on voit encore qui se déplacent entre les deux pays, beaucoup par rail. Ça va amener, hein, on parlait de l'Exode, puis l'Exode, ben, on veut faire un rapatriement des Canadiens français à un certain moment donné. C'est aussi hein, le résultat hein, de la rébellion des Patriotes. On n'avait pas assez de terre, puis là, on voulait ouvrir des régions, on voulait ouvrir plus de terre, mais c'était difficile à atteindre. On pense au Saguenay ou au lac Saint-Jean. Là, c'était des endroits assez enclavés. Mais là, l'arrivée du train va changer la donne. Là. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une expansion vers le nord. Là, si tu pourrais peut-être nous parler un peu là, de l'expansion des régions à cette époque-là. Écoute, l'expansion des régions commence évidemment avant qu'on étende le réseau de voies ferrées comme qu'est-ce qu'on va connaître plus tard. Mais dès le moment où on ouvre les régions de colonisation, l'idée du train est généralement, elle suit de quelques années d'avoir un train pour cette région-là. Le plus bel exemple, c'est ma région préférée, les Laurentides. À partir des années 1840, il y a des gens qui s'investissent à coloniser. Aujourd'hui, c'est un peu dans les Basses-Laurentides, mais par exemple, la région de la ville de Saint-Sauveur ou de Sainte-Adèle. À ce moment-là, c'est pas le curé Antoine Labelle qui fait ça, mais un certain Augustin Norbert Morin qui a participé aux rébellions patriotes, c'est l'auteur des 92 résolutions. C'est quelqu'un impliqué politiquement puis qui est au fait aussi des nouveautés technologiques parce que ce cher monsieur-là, en plus de participer à ouvrir des nouvelles régions, se dit assez rapidement que ça prendrait un chemin dans le fond, un chemin à lisse de bois, ce que je vous expliquais, donc les rails sont en bois, pour les Laurentides. Ce monsieur-là se dit il en faut un pour justement accélérer, empêcher l'exode, mais aussi permettre des déplacements plus faciles dans une région qui, à ce moment-là, est considérée comme très reculée. Ça sera pas étranger. C'était pas facile, là, sans route, aller là-bas, ça devait pas être le fun. Ah, effectivement, apparemment que c'est une aventure qui est pas très agréable. Il y a énormément d'obstacles naturels, puis il y a tellement pas beaucoup de population qu'il n'y a pas vraiment de villages que j'appellerais des relais entre eux. Par contre, ça va prendre du temps dans ces régions-là avant que le train arrive c'est des contraintes généralement financières. Les gens veulent pas investir de l'argent sans que ça rapporte. Fait que ça n'empêche pas qu'il va y avoir la colonisation des régions comme justement le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou des Laurentides, mais le train va suivre la colonisation plutôt que la précéder. Et puis, une autre région de colonisation qui va venir au 20e siècle, c'est l'Abitibi. Et là encore, oui, il va y avoir des gens qui vont s'établir avant que le train s'y rende, mais c'est sûr que dans les deux cas, le train va avoir un impact sur la colonisation. Même dans les trois cas, ça va avoir un impact sur la colonisation parce que ça va l'accélérer. Puis généralement, l'arrivée du train, ça a un impact assez immédiat. Dans les premières années qu'un train arrive dans une ville, d'habitude, la population double. Ouais. Les industries suivent. Quand on sait qu'un village, tu ne construis pas juste ça autour d'une église, des agriculteurs. Ça prend la job. Un gars comme le curé Labelle, c'est une des raisons pourquoi il tenait absolument à la voie ferrée. Curé Labelle, là, c'est pas compliqué. Lui, il regardait ce qui se faisait aux États-Unis, puis il dit on est capable de faire ça ici au Québec. Puis il disait tout le temps on n'a pas colonisé les États-Unis en charrette. Ça me prend essentiellement, les compagnies de chemin de fer s'installaient dès que ça commençait à avoir l'air d'être peut-être rentable. Et puis, généralement. Un causait l'autre, étant donné qu'il y a un chemin de fer, il y avait des gens, donc ça devenait rentable.
Parce qu'il aurait pu le faire avant, puis ça aurait été rentable, sauf que le monde ne s'investissait pas parce qu'il y avait un risque. Ça coûte énormément d'argent développer un chemin de fer. Les compagnies, on les comprend, veulent pas sortir de l'argent sans des garanties que ça va être rentable. Fait que généralement, comment que ça se passait au Québec, la construction d'une voie ferrée dans ces régions-là, c'est qu'il faut que les villes puis le gouvernement ramassent de l'argent, construisent la voie ferrée, puis une fois qu'elle est construite, il y a une compagnie qui va s'intéresser à ça. Ce qui fait que au 19e siècle, il n'y a pas encore deux grandes compagnies au Canada comme aujourd'hui. Il n'y a pas le Canadien. Le Canadien national n'existe pas. C'est une multitude. Quand, ça? C'est arrivé en 1918. Mais à ce moment-là, le Canadien Pacifique aussi, à peu près, un peu avant ça. Non, bien avant. Le Canadien Pacifique est créé en 1881. Puis, disons que le moment où c'est vraiment officiel, le projet du Canadien Pacifique, c'est d'unir les deux côtes, les deux océans du Canada. D'où son nom, hein, Canadien Pacifique, puis ça rentre jusqu'en Colombie-Britannique. Puis ça, c'est en 1885. Puis ça va devenir une grosse compagnie à partir de ce moment-là. Mais elle a différents concurrents qui sont tous plus ou moins des petits joueurs, mais généralement, construire un chemin de fer, comme je disais, ben, chaque ville sur le tracé où ce que ça va passer met de l'argent dans une cagnotte, le gouvernement met de l'argent. C'est ce qui est arrivé dans les Laurentides. Pour le fameux petit train du Nord, ben, il a fallu faire des campagnes de financement pour faire en sorte qu'on construise finalement un train. Puis Curé Labelle, à chaque fois, il fallait qu'il se démène pour vanter le fait que son projet va être utile parce que les compagnies n'avaient pas d'intérêt à faire ça. Puis une fois que ça a été construit, ça a été racheté tout de suite par le Canadien Pacifique. Puis, évidemment, le projet est devenu rentable quelques années plus tard. On parle de la Confédération. Est-ce que ça a un impact là, sur le développement de la région de Montréal? Oui, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Montréal, c'est le point central de tous les réseaux de chemin de fer du Canada à ce moment-là. C'est aussi l'endroit où ça a commencé, d'une certaine manière. Et donc, Montréal étant un peu, c'est pas la capitale politique, mais c'est la capitale, donc la métropole. La métropole économique, ouais. La métropole économique du Canada à ce moment-là. Et donc, l'impact de la Confédération, c'est qu'on vient juste confirmer que c'est l'endroit central où il va y avoir les grands réseaux de chemin de fer et les grandes gares, parce que la Confédération, je le disais, elle amène la promesse de la construction d'un chemin de fer qui relierait chaque province qui va se joindre à la Confédération. Il faut savoir qu'il en existe deux chemins de fer. D'abord, il y a le Canadien Pacifique, qui est l'exemple le plus célèbre à cause de sa construction, le temps que ça l'a pris, les défis qu'il fallait relever, comme par exemple dans les montagnes rocheuses. Ouais. Mais il existe aussi l'autre chemin de fer qui va être intégré plus tard dans le Canadien national, puis ça s'appelle le chemin de fer intercolonial. L'intercolonial, lui, relie l'Ontario, le Québec, les deux provinces des Maritimes. Quand il y a eu les conférences qui ont précédé la Confédération en 1867, c'est un des sujets de discussion et il n'était pas question qu'on intègre la nouvelle entité sans la promesse d'avoir un chemin de fer qui relie tout ce monde-là ensemble, parce que le but, c'était de créer une unité. Tu sais, à ce moment-là, le Québec, le Canada, c'est une colonie britannique qui paraît pas vraiment unie. Puis au sud, on a des voisins américains qui sont assez turbulents dans ces années-là. Et pour contrer la menace d'annexion, le chemin de fer, c'était une des façons les plus efficaces qu'on a trouvées. Je pense que je reviens un petit peu dans le temps, je ne suis pas sûr des années, mais au Québec, il n'y a pas juste sa terre ferme là, qu'on fait des rails. On est à peu près dans les mêmes années. C'est vrai. Il y a quelque chose d'assez inusité qui, encore aujourd'hui, quand on en parle, ça fascine les gens. C'est le pont de glace. On a fait traverser entre Montréal et la Rive-Sud pendant 3 hivers une voie ferrée. La raison sur de la glace. Sur de la glace, oui. À ce moment-là, à partir du mois de janvier, la glace, évidemment, on s'assurait que c'était assez épais avant de faire ça. Tantôt, je vous ai parlé du Grand Tronc, qui avait le pont Victoria. Le pont Victoria, c'est le premier, puis c'est le seul lien ferroviaire pendant très longtemps entre Montréal et la Rive-Sud. Mais il existe d'autres compagnies. Par exemple, la compagnie qui exploite le petit train du Nord dans les Laurentides à ce moment-là, c'est la Québec, Montreal, Ottawa and Occidental, qui va être intégrée dans le Canadien Pacifique plus tard.
Mais cette compagnie-là, elle a des voies ferrées ailleurs que dans les Laurentides. Puis là, elle aimerait ça faire passer ses voies ferrées sur la rive sud de Montréal. Malheureusement, la seule option qu'elle a, c'est d'emprunter le pont Victoria. Puis comme c'est pas sa propriété, il faut qu'elle acquiert un droit. C'est ça. Et donc, vient l'idée, pour éviter ce problème-là, pendant que l'hiver, bon, on a une glace qui est assez solide, parce qu'on faisait déjà un pont de glace sur le fleuve Saint-Laurent à cet endroit-là. Un pont de glace, c'est un chemin qu'on ouvre, que les gens à carriole, à ce moment-là, empruntent, puis peuvent se déplacer. Puis, généralement, c'est entre janvier puis mars. Et donc, quand la glace est assez épaisse pour pas que ça coule. Ouais. En 1880, la QMONO vient avec cette idée-là de faire traverser le train sur la glace du fleuve Saint-Laurent. Et puis, ça va durer quelques années, puis ça va être abandonné quand le Canadien Pacifique va racheter la compagnie, parce qu'il faut savoir que c'est très complexe, ça ne fonctionne pas tout le temps. Je sais qu'il y a une année que ça ne marchera pas, le train va tomber dans l'eau, puis... tu sais, c'est quand même... Quoi, il installe des rails sur la glace? Ouais, au moment que là, c'est dur, il s'en sert pour une coupe de bois, puis quand ça commence à être mou, il défonce ça? Ouais, on défait ça. J'imagine qu'on a le temps de voir... Oui, j'imagine qu'on a le temps de voir venir la fonte des glaces, fait que ça permet de sortir l'équipement, là. Mais oui, ça leur tentait. C'est quand même inusité là, d'utiliser la glace pour faire traverser le train. Là. Ça s'est pas vu ailleurs, ça. Là, le reste de l'année, t'as des rails qui mènent au bord de l'eau, genre? Je pense que oui, à ce moment-là, ils faisaient ça en 2 gares, là. Fait que t'avais comme déjà des accès qui étaient prévus, probablement. Ouais, c'est spécial. Ouais. Ça prend bien du monde qui vivent dans l'hiver pour réussir à penser à ça. Ouais. Parlant d'hiver, puis parlant, pour revenir aux régions, on a parlé des Laurentides, mais si tu pourrais nous parler des autres régions qui vont commencer à se développer à cause du train, vers quelles années environ? Si je pense, mettons, à la Nadière, je pense au lac Saint-Jean, quand même assez tôt le lac Saint-Jean. Là. Oui, ben en fait, au Québec, le train, la période où on construit des nouveaux tracés, là, c'est particulièrement entre 1870 puis 1920. Dans le cas de la Naudière, ça dépend des endroits. Je sais que Joliette a eu une première voie ferrée en 1850, dans le même principe que ce que je vous ai expliqué, comme entre la Prairie et Saint-Jean. C'est un projet qui va pas durer très longtemps. Puis qu'un peu plus tard, ben, par exemple, on va relier Montréal à Québec en 1879 par le Canadien Pacifique. Ben, à ce moment-là, c'est Québec, Montréal, Ottawa occidental. Cette voie ferrée-là qui fait la jonction à Laval, qui est relié à la voie ferrée qui monte dans les Laurentides, qui s'arrête à Saint-Jérôme en 1876. Puis du côté de Gatineau puis Ottawa, donc Hull à l'époque, c'est en 1877 qu'on relie Montréal avec cet endroit-là. À partir de cette voie ferrée-là, il va y avoir plusieurs embranchements. Je sais que pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à partir des années 1880, on commence à construire la voie ferrée vers le nord à partir de Québec. Puis qu'on va atteindre Roberval en 1890 et Chicoutimi en 1893. Après ça, on va étendre la voie ferrée un petit peu plus loin autour du lac. Ça va prendre quelques années. Ça va être seulement à partir de 1927 que Dolbeau, qui je pense c'est le point le plus au nord, là, au lac, là, va être relié au sud de la province. Mais quand même, dans les années 1890, qu'on soit déjà rendu là, c'est ce qui se voit ailleurs. Parce que si je me tourne du côté de la Gaspésie, c'est seulement dans les années 1900 que la voie ferrée, 1907 pour Port-Daniel, où il y a la cimenterie, puis 1911 pour Gaspé, que le train arrive à cet endroit-là. Alors que là, ben, vu la proximité avec les lignes, le chemin de fer intercolonial qu'on a promis aux provinces maritimes arrive à Matapédia en 1876. Puis du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région de colonisation, ça va prendre plus de temps avant qu'on monte là. Généralement, c'est après les années 1900. Mais en 1914, il y a une première voie ferrée qui relie le sud du Québec à partir de la Mauricie. Qui passe par Parent, Sainte-Terre, etc. Puis du côté du Témiscamingue, donc on est plus du côté de l'Ontario. Ouais. Ça va faire beaucoup des chicanes pour savoir c'est qui amène la voie ferrée là, parce que généralement, les voies ferrées qui existent dans les années 1920 partent de l'Ontario. Okay. Même encore aujourd'hui, quand on regarde ça par la route, pour certains, c'est beaucoup plus facile de passer par la province ontarienne que de passer par le Québec pour se rendre au Témiscamingue. Puis pendant longtemps, ça va être le cas. Ouais, même des fois, pour aller moins loin que ça,
On a On des passe. autoroutes, c'est ça, on passe par l'Ontario puis on revient. Exact. Pour ceux qui étaient déjà à Saint-Jérôme avant que le train arrive, comment est-ce qu'ils voient ça, nos ancêtres, là, comment est-ce qu'ils voient l'arrivée du train, comment ça, le bruit, comment ça change leur vie? Écoute, moi, c'est une expérience, j'aurais aimé ça connaître, me mettre à la place de ces gens-là, surtout des gens qui sont partis de Montréal avant que le train arrive, qui voient ça arriver pour la première fois. D'abord, il y en a certains qui savent pas c'est quoi, c'est un peu effrayant, ça fait du bruit, beaucoup de boucan, hein? La boucane, ça fascine les gens. Ça amène énormément de curiosité. Ouais, Dans ça, le c'est cas high-tech à l'époque, là. Ah oui, énormément. Mais dans le cas des Laurentides puis de Saint-Jérôme, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est pas une surprise parce qu'en ayant le curé Labelle à la tête de cette paroisse-là puis des Laurentides, le curé Ouais. Labelle, il en parle tout le temps. En fait, tout le monde connaissait ce projet-là. Ce qu'on raconte, c'est que les gens l'attendaient même avec impatience dans certaines localités des Hautes-Laurentides, le train, parce qu'on leur en a parlé. Le monde était comme, mais peut-être bien que le bon curé va arrêter d'en parler maintenant que ça arrive. Ouais, exactement. Malheureusement, ben, le train est arrivé dans beaucoup de régions quand il est décédé, donc oui, il avait Ouais. arrêté d'en parler. Mais l'impact que ça va avoir, c'est que ça va faciliter la vie des gens énormément. Ça va briser les distances, des choses Oui. tu sais, ce qu'on pensait impensable justement auparavant, comme par exemple pour quelqu'un dans les Hautes-Laurentides, je prends l'exemple Labelle, qui est à peu près à 100 km de Saint-Jérôme. Ben, on parle d'un voyage de quelques jours, aller jusqu'au OK, temps que quand le même. train, avant que le train arrive en 1893, que là, c'est une question d'heure. Fait que dans la même Bon, journée, tu peux aller au marché. l'aller-retour. Oui, on peut aller faire l'aller-retour à un endroit, un marché. On peut aller vendre ses produits quand on est un agriculteur. On peut envoyer une lettre puis qu'elle se rende à Montréal dans la même journée, ce qui est quand même formidable. Ça a vraiment changé la notion de distance pour les gens. Puis les gens, mettons, Eric parlait de Saint-Jérôme, mettons, Saint-Jérôme, c'est quand même une plus grosse ville, il y avait peut-être plus de routes. Saint-Jérôme, Montréal, avant puis après le train, ça ressemblait à quoi? On a-tu une idée? Ben avant, c'est sûr que c'est une question de jour, parce que même si une route n'est pas super belle, puis elle n'a pas d'obstacle, là, il faut traverser soit un pont payant à Montréal puis à Laval, ou prendre les traverses de bac. Fait que là, on parle d'une question peut-être encore là, qu'on passe à quelques heures. Donc auparavant, tu partais dans la journée, tu revenais pas la même journée. OK. Tandis que là, c'est vraiment rapide. Parle-nous de l'importance d'une gare à l'époque. J'imagine que c'est un peu comme le réseau social là, de Facebook de l'époque, quand la gare elle arrive. Oui, la gare, c'est un peu le deuxième perron de l'église. La gare, c'est un endroit multifonction. Parce que généralement, toutes les gares à cette époque-là servent à la fois au transport des passagers, donc c'est un aire d'attente. Il va y avoir les nouvelles de la ville. À la gare, il y a l'heure aussi. Ça, c'est une Ah, affaire qu'on n'a pas parlé, mais l'arrivée du train standardise l'heure. Ça, je ne savais pas. ouais, parce qu'il Avant, fallait que tu arrives à l'heure, sinon tu manquais exact. le train. Exactement. Et donc, ben, c'est la même heure partout à partir de ce moment-là. Mais oui, l'autre chose, ben, la gare, c'est l'endroit où on pouvait aller porter la marchandise. Des fois, il y a quand même un local prévu pour ça. Et donc, particulièrement à partir du moment où le tourisme prend de l'ampleur, la gare, ça devient vraiment un lieu de sociabilité. C'est comme le deuxième centre du village. Ah, c'est cool. Il va y avoir beaucoup d'activités autour de ça. À l'époque du ski, la gare, ça va être l'endroit où que tout le monde attend les taxis pour venir chercher les touristes, les amener à l'hôtel. Généralement, chaque hôtel même met un service de voiturier à cheval puis en voiture au service de ces gens-là. Dans le cas des Basses-Laurentides, quand il y a eu la villégiature d'été, c'est la fête autour de la gare même, quand les gens arrivent. Je sais Ben oui, parce que que tu t'en viens faire le party pour l'été, effectivement. exactement. Dans le cas des plages comme à Saint-Eustache, Pointe-Calumet ou Deux-Montagnes aujourd'hui, ben à cet endroit-là, c'était comme quand toute la gang de touristes qui arrivent pour la fin de semaine arrive, c'est un cortège de gens de bonne humeur. Ils vont même faire une fanfare avec des chansons. Non, c'est vraiment important la gare. Puis des C'est très beau fois, à voir. oui, et des fois la gare c'est tellement important que ça amène
des fois, est implantée en dehors d'un centre-ville. Quand on fait le réseau de voies ferrées, bon, on construira pas ça à un endroit où il y a déjà des choses de construites. Fait que des fois, on met la gare un peu en retrait d'une localité et ça crée un nouveau développement dans cette ville-là. Puis Les maisons s'installent autour, puis les commerces, j'imagine. Généralement, oui, les commerces. Par exemple, dans les Laurentides, je vais prendre le cas de Saint-Jovite ou de Saint-Faustin. Aujourd'hui, ces villes-là portent plus ce nom-là, mais les gares sont un peu en retrait du noyau historique villageois où il y a l'église. Et ce que ça va faire, dans le cas de Saint-Jovite, une compagnie forestière va venir s'établir à la gare. Oh! Et elle va établir son village et ses bureaux autour de la gare. Donc, on vient de créer carrément une nouvelle ville qui est dédiée à cette compagnie-là parce qu'il y a la gare. Puis, dans le cas de Saint-Faustin, ce qui est intéressant, ben, c'est que ça va créer un deuxième noyau villageois dans la ville où ce que, justement, il va s'installer des hôtels et des commerces qui vont vivre du tourisme, les touristes qui arrivent par le train. Ça ces nouveaux développements-là, est-ce qu'ils vont toujours rester dans la même ville ou des fois, il va y avoir des nouvelles villes qui vont être formées à partir de ces développements-là? Moi, je pense genre à Dorion, à Vaudreuil, qui est Dorion Station. Ouais, la station qui éventuellement, plus tard, est devenue sa municipalité indépendante. Oui, c'est pas des cas isolés. Sauf que généralement, ce qui arrive, c'est que plus tard dans l'histoire, donc vraiment plus récemment, on va regrouper les villes qui s'étaient séparées, qu'on appellerait des regroupements naturels, à une seule ville aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait comme 4-5 municipalités qui ont le même nom. Ouais, comme Vaudreuil-Dorion. Exactement. Voilà, c'est un bel exemple. On parlait là, de comment est-ce que ça l'a fait développer les régions. Tu disais là que bon, puis on parlait de l'exode aussi tantôt là, qui va jusqu'en 1920. Hein, fait qu'autant là vers le nord que vers le sud, jusqu'à après 1920, comment que le train évolue? Ben, d'abord, dans les années 1910, un aspect important de l'histoire ferroviaire québécoise et canadienne, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, ça va amener beaucoup de compagnies ferroviaires à avoir des difficultés, puis même à frôler la faillite. C'est quand même surprenant, mais je pense le fait que la Première Guerre mondiale, ça entraîne toutes sortes de privations, fait en sorte que certaines compagnies vont avoir de la difficulté à passer au travers. Parce qu'il y a moins de déplacements de cargaison, j'imagine. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été utilisé pour déplacer les troupes ou quelque chose. J'aurais pensé ça aussi, mais je pense que c'est que aussi le Canada, de la façon que c'est fait, à ce moment-là, le réseau de voies ferrées est assez impressionnant. Éric, je vais t'envoyer une carte de 1925 qui montre comment il y a des voies ferrées au Québec. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des voies ferrées à peu près partout dans ce temps-là. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce qu'à beaucoup d'endroits, les voies ferrées, le tracé a été remplacé par d'autres choses. Donc, on le voit même plus visuellement. Mais à une autre époque, des municipalités toutes petites, là, des villages qui ont à peine 1000 personnes vont avoir un train. Des fois, dépendamment de ce qu'ils sont placés entre deux lignes, ils peuvent en avoir deux. Ça fait que tu n'as pas beaucoup de population. Tu as certains endroits que tu n'as même pas d'industrie. Donc, tu n'as pas de marchandises à transporter, ce qui fait en sorte que beaucoup de compagnies vont se retrouver en faillite. Sauf qu'on s'entend justement, l'industrie ferroviaire, c'est tellement capital dans le développement à ce moment-là que le gouvernement du Canada a dit on peut pas faire, les compagnies peuvent pas tomber en faillite puis qu'on abandonne les liaisons ferroviaires. Donc, va créer le Canadien national, les chemins de fer nationaux du Canada, donc le fameux CN, en 1918. Puis il va intégrer 3 autres grandes compagnies que j'ai déjà parlé, le Grand Tronc. La troisième, je n'ai pas parlé, mais l'Intercolonial, hein, qui relie l'Ontario, le Québec au maritime, qui est en faillite à ce moment-là aussi. Et le Canadien Nord, qui porte déjà l'acronyme CN, si vous voulez. Mais ces 3 compagnies-là exploitent des voies ferrées un peu partout. Tu sais, Canadien Nord, un bel exemple de voie ferrée qu'aujourd'hui, on se dit que ça n'a pas de sens. Ben, le Canadien Nord exploite une voie ferrée entre Saint-Jérôme et Saint-Lin-Laurentide. OK. Il n'y a pas une grande concentration de population dans ce secteur-là. Puis il va y avoir des gares dans des endroits comme New Glasgow, à côté de Sainte-Sophie. New Glasgow, dans ces années-là, c'est genre la plus petite ville au Canada. Et genre, la ville, elle fait même pas 1 km², mais elle a sa gare. OK. Fait que le Canadien national va intégrer toutes ces voies ferrées-là, puis va devenir une super grosse compagnie
qui est gérée par le gouvernement fédéral. Puis à côté d'elle, l'autre grosse compagnie, c'est encore le Canadien Pacifique, qui a un réseau très, très, très étendu, elle aussi. Et dans ces années-là, on continue de construire des liaisons. Donc, les années 20, les années 1930, c'est même l'âge d'or du train. Donc, on construit des nouvelles voies ferrées un peu partout. D'ailleurs, à Montréal, ce qui est devenu le Canadien national, avant c'était le Canadien Nord, exploitait une voie ferrée qui allait dans les Laurentides, puis voulait faire entrer sa voie ferrée au centre-ville de Montréal. Mais les compagnies concurrentes, comme le Canadien Pacifique, avaient déjà toutes les emprises ferroviaires. Et cette compagnie-là s'est dit, pour contourner le problème, littéralement, on va construire un tunnel ferroviaire sous le Mont-Royal. Et ça, le tunnel ferroviaire sous le Mont-Royal, qui aujourd'hui est en train d'être converti pour devenir le REM, ça a commencé en 1913, puis ça s'est fini en 1916. Ça a été toute une aventure, mais la compagnie, elle a réussi son pari. Elle a ouvert une voie ferrée qui allait relier justement les basses Laurentides. À partir de là, on a un embranchement vers Hawkesbury puis Ottawa. Mais aujourd'hui, c'est le train de banlieue de Deux-Montagnes qui est en train d'être converti en REM. Oui, pendant un bout de temps aussi, ils voulaient s'en servir pour le métro. Là, ça avait été dans les plans originaux. Ça avait été dans les plans, effectivement. Mais cette compagnie-là, pour rentabiliser son affaire, elle a décidé d'ouvrir une ville. La ville de Mont-Royal. Ah, la ville de Mont-Royal, c'est eux autres qui ont fait ça? Le train passe en plein milieu. Parce que toute la ville est concentrée autour, d'où l'importance du train à cette époque-là. Le transport est tout orienté vers la gare qui est dans le milieu de la ville. Toutes les rues donnent vers la gare. Puis on vendait ça avec l'idée que c'était une ville pour des gens fortunés. On leur vendait avec... Ça s'appelait Town of Mount Royal. C'est encore un des deux noms officiels parce que c'est une ville bilingue. Ouais. Mais on vous disait, avec le train, vous êtes à 5 minutes de Montréal. C'est 5-10 minutes de Montréal. Vous vivez à la campagne, mais à 10 minutes de Montréal. Puis cette idée-là, elle a comme fait en sorte, c'est comme le premier train de banlieue, si vous voulez. Puis ça va avoir un impact un peu plus tard sur la rive nord. Ça passe à Saint-Eustache. Mais ça va être justement un des premiers trains de banlieue à cause de ça, parce que des gens de Montréal vont déménager dans les années 50 à ce qui va être aujourd'hui Deux-Montagnes, en prenant le train pour aller travailler à Montréal. Parce que justement, ça brisait la distance. Oui, puis c'est sûrement moins cher avoir une résidence avec un meilleur terrain en banlieue qu'au centre-ville. Déjà, dans ce temps-là, c'était comme ça, effectivement. J'allais clore un peu cette section-là pour qu'on progresse dans l'histoire ferroviaire. Dans les années 30, comme je le disais, c'est l'âge d'or du chemin de fer avec les fameux trains de neige du Canadien Pacifique, du Canadien National, qui amènent les touristes dans les Laurentides, qui, soit dit en passant, c'est la région la plus populaire au Québec en termes de tourisme dans ce temps-là. Le train a favorisé la croissance d'une industrie touristique qui est encore très bien ancrée aujourd'hui dans la région. Mais dans ces années-là, puis peut-être ça t'amène à ton prochain point, Éric, il y a un concurrent qui s'en vient, puis les compagnies commencent à fermer des lignes à partir de 1939. Ça, j'ai été surpris. Les compagnies ferroviaires demandent au gouvernement, on peut-tu fermer des lignes? Puis, tranquillement, ça va être le déclin de l'âge d'or du train. Là, il va en avoir de moins en moins à partir de après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, l'apogée étant atteint, comment se passe le déclin, là? Tu parlais justement là, des trains de ski dans les Laurentides. Juste pour nous donner une idée, il y avait combien de stations de ski à l'époque? À l'époque, je peux pas dire, mais dans l'histoire de la région des Laurentides, il y en a au-dessus de 200. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste 8. Bon, quand même, ça a toute une ampleur, là. Fait qu'on Exactement. parle pour d'autres raisons, là, de ski, le nombre de stations de ski a décliné, là, mais le train a décliné à partir de la Deuxième Guerre mondiale, là, parce que il y a un compétiteur qui arrive, là, la démocratisation de l'automobile. Comment ça se passe, là, ce début de déclin-là? L'automobile a assis sa place dans la société nord-américaine à partir des années 1920. Puis, ironiquement, le train a contribué à son propre déclin parce que les premières routes qu'on va ouvrir, les routes nationales, ce que j'avais déjà parlé avec vous, les premières routes nationales, on les fait ouvrir le long des voies ferrées pour la simple et bonne raison que le train amène avec lui une infrastructure.
quand on ouvre une voie ferrée, le long des gares, il va y avoir un paquet de commerces, d'hôtels, des restaurants qui sont des infrastructures qui vont servir aux automobilistes parce que au départ, l'automobile, tu peux pas aller très loin, tu peux pas aller très vite avec ça. On est loin d'aujourd'hui. Et donc, aussi, le train a un avantage sérieux sur l'automobile, aller jusqu'à la fin des années 30, c'est que c'est le seul qui peut circuler en hiver. L'automobile peut pas faire ça. C'est pas comme les chars qu'on a maintenant. Là. Les automobiles étaient tout simplement pas adaptés. Des fois, c'est même des questions de il n'y a pas de chauffage dans les automobiles dans ce temps-là. Donc, le train a un avantage vraiment sérieux. D'abord, le train, on a inventé le chasse-neige sur les trains avant qu'on invente le chasse-neige sur les routes. On déneige pas les routes à grande échelle dans les années 1930, sauf quelques exceptions, dont la fameuse route 11 qui fait concurrence directement aux petits trains du Nord, qui amène les gens en ski dans les Laurentides. Ben, l'automobile, c'est quelque chose qui va s'améliorer extrêmement rapidement. Dans les années 30, malgré la grande crise, l'auto va avoir des grands bonds en avant technologiques qui vont lui permettre, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, d'être véritablement le moyen de transport par excellence. Pour la simple et bonne raison que l'automobile, c'est plus flexible que le train. Ouais, L'infrastructure, une fois qu'elle est bâtie, donc le réseau routier, permet plus de flexibilité, surtout en termes d'horaire. Parce que le train, malgré qu'il passe un peu partout au Québec dans ce temps-là, le nombre de passages par jour, c'est pas le même partout. Ça dépend des endroits où tu vas. Des fois, ben, tu as peut-être juste un passage par jour dans certaines régions. Même maintenant, c'est encore comme ça. Oui, effectivement. Mais les régions les plus achalandées vont avoir plus qu'un passage par jour. Tu sais, les Laurentides, par exemple, il peut y avoir des dizaines de départs de train là, au moment de l'âge d'or avec les trains de skieurs. Là, le dimanche soir, quand tu vas revenir à Montréal, c'est un train aux 10 minutes à partir du nord, ce qui est quand même impressionnant. Tu sais, l'automobile, elle va changer ça parce qu'elle va permettre aux gens d'y aller un peu quand ils veulent. Puis plus qu'il va y avoir d'automobiles, ben, plus que les routes vont être meilleures. Donc, déjà dans les années 1940, on veut se servir de nos automobiles, puis ben, le train fait face à cette concurrence-là et donc se fait un peu tasser, tu sais, comme deuxième rang pour certaines personnes qui n'ont pas encore accès à l'automobile ou pour le transport des marchandises. Mais rapidement, dans les années 50, ben, étant donné que le taux de motorisation ne cesse de croître puis que les routes ne cessent de s'améliorer, le train, c'est de moins en moins utilisé. On enlève des départs sur des lignes qui autrefois étaient très importantes. Je pense à la ligne justement entre Saint-Eustache sur le lac, donc Deux-Montagnes, puis le centre-ville de Montréal, qui avait une branche qui allait jusqu'à Pointe-Calumet dans les années 30. Ouais. Éventuellement, on va la fermer, cette branche-là. Le Canadien Pacifique des Laurentides ne peut plus faire concurrence à la route 11 non plus. Ouais, c'est spécial. Ouais. Le train décline au niveau là, des grandes distances, mais va amener quand même un apport là, à la grande région métropolitaine de Montréal. Soit on en parlait là, de la ligne Saint-Eustache, mais il y a aussi le train de banlieue. Oui, c'est le parti quand, ça, le train de banlieue. En fait, le train de banlieue, de ce que j'ai regardé, c'est un peu difficile à détacher du train conventionnel. Parce que, par exemple, dans le cas de la ligne de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, qui se rend jusqu'à Montréal, c'est que dès le moment qu'elle est ouverte, d'abord, au début, elle est ouverte, puis c'est des trains à vapeur. En 1925, on va électrifier la portion entre Deux-Montagnes puis Montréal. Donc, ça va être des trains électriques qui se sont avérés être extrêmement fiables parce que l'équipement roulant va durer des décennies. Mais ce train-là va se confondre un peu entre un train de passagers ordinaire puis un train de banlieue à partir du moment où ce que les gens, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une crise du logement à Montréal, comme je le disais tantôt. Ouais. Puis la villégiature que ça l'a amené, ce train-là, c'est de la villégiature de des classes plus populaires. Donc, des gens allaient avoir des petits chalets, 3 saisons, sur le bord du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des Mille-Îles. Puis elle allait à la plage, tandis que la villégiature que je vous ai parlé dans les Laurentides, c'est quelque chose d'un petit peu plus bourgeois à ce moment-là, un petit peu moins classe moyenne. Et donc, ben, après la Deuxième Guerre mondiale puis la grande crise économique, il y a une crise du logement à Montréal, il y a une pénurie de logement, qui est quelque chose qu'on vit en ce moment. Les choses se répètent un peu. Oui, les loyers explosent. Ça aussi, ça se répète un peu. Légèrement. Les ouvriers du secteur de Verdun, Saint-Henri puis Pointe-Saint-Charles
souvent, sont plus capables, dans le fond, se disent, tant qu'à payer un loyer qui est hors de prix à Montréal, je vais aller là où ce que j'ai mon chalet à Deux-Montagnes. Puis vu que le train est là, je vais continuer d'aller travailler en ville avec le train. Puis ça, c'est un peu... Il y a peut-être d'autres exemples de trains de banlieue qui ont commencé ailleurs, mais moi, je trouvais que c'est un exemple qui est quand même concret. C'est-à-dire que c'est une ligne de train ordinaire que les gens utilisent comme un train de banlieue. Puis qu'avec le temps, ben, il y a comme une entente non écrite entre la compagnie puis les autorités de transport à Montréal qui s'est installée, parce que le Canadien national ne va jamais retoucher à cette entente-là avant les années 80. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre fin au service dans les années 80 parce que, bon, la ligne est vieillissante, elle est de moins en moins utilisée parce qu'on a ouvert des autoroutes des années 60 ou 70 dans la région. Mais la Commission de transport de Montréal, qui est aujourd'hui la STM, elle a fait une entente avec le Canadien national pour prolonger la ligne parce qu'on voyait que c'était utile pour combattre la congestion, qui était déjà un problème des années 80. Puis dans les années 90, avec l'arrivée de l'autorité de transport, l'autorité de transport métropolitaine, l'AMT, je pense, quelque chose comme ça, on va faire une refonte majeure de cette ligne-là. Et à ce moment-là, ça va être vraiment un train dédié juste pour le transport des banlieusards à partir de 1995. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, ben, une partie de ce train de banlieue-là est en train d'être convertie dans le réseau express métropolitain, le fameux REM, qui se veut tout simplement un métro en surface avec la même fréquence, dans le fond. Oui, c'est un peu comme un tramway, là. Il y a ça dans d'autres villes. Oui, mais le tramway, ça va être sur le réseau municipal. Oui. Sur les rues. Puis d'ailleurs, le tramway, ça serait une autre histoire. Ouais, mais tandis que là, le réseau express métropolitain, c'est vraiment un transport en commun structurant sur un rail dédié. Fait que c'est comme un rail dédié, surélevé, puis sur une grosse distance surtout. Exactement. Les trains de banlieue, tu l'as dit, c'est venu de lignes de train normales. Donc souvent, il emploie des rails qui sont pas des rails de train de banlieue. Moi, je pense à Est-Ouest, là, pour aller à Rigaud, mettons, Rigaud, ils font. C'est le système de transport n'a pas pondu des nouvelles rails parce que les gens s'en servaient tous les jours. Donc, le même rail va servir pour les passagers et pour la marchandise. Puis les trains de marchandises, ils vont pas nécessairement passer juste quand il n'y a pas de train de banlieue. Ça occasionne quelques problèmes, j'imagine. Oui, dans l'histoire récente, effectivement, ben, beaucoup de trains de banlieue. Toi, tu parlais de celui qui est dans l'Ouest. Ben, moi, je pense aussi à l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique qui allait dans les Laurentides. Quand elle a été démantelée, ça a pris quelques années avant qu'on se décide peut-être qu'on aurait encore besoin, peut-être qu'on voudrait la réutiliser pour du transport de passagers, mais tu sais, il y a une partie qui est demeurée active pour le transport de marchandises. Le problème, c'est que dans ce monde-là, si on n'est pas propriétaire des rails sur lesquels on passe, la préséance va à celui qui est propriétaire. Et donc, pour le train de banlieue, ce que ça fait, c'est que ça réduit les possibilités d'avoir des départs que de partager une voie ferrée avec un autre transporteur. Puis, ça va un peu à l'encontre de la mission qu'on s'est donnée. Tu sais, transport en commun, s'il n'y a pas beaucoup de flexibilité, je pense que c'est là où ce que les gens vont se dire, c'est pas concurrentiel, donc on va pas se tourner vers ce moyen de transport-là. Puis, c'est dommage parce que le déclin du train au Québec puis ailleurs, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait de moins en moins de gens qui s'en servaient, t'as de moins en moins de départs, fait que les gens disaient, c'est pas concurrentiel. On va arrêter de le prendre, on va s'acheter un char, la ligne Montréal-Rigaud, fin 80, début 90, là, quand il y a eu des grèves de système ferroviaire, c'était considéré comme essentiel. Exact. Puis, étant un service essentiel, la ligne roulait même s'il y avait une grève. Puis maintenant, la gare de Rigaud est même plus sur le système de train de banlieue parce que, comme on disait, tu as un départ le matin, puisqu'il y a moins de monde, tu as un départ le matin, un retour le soir. Si tu peux pas te fier à ça, tu y vas pas. Fait qu'il faut, si le monde s'en sert pas, on va pas le garder ouvert. C'est comme un cercle vicieux. Si t'as pas de gens, puis c'était considéré comme service essentiel, une couple de décennies. Puis maintenant, ça l'arrête avant, ça l'arrête en dessus. C'est comme assez particulier comme réalisation, là.
Pour en revenir quand même à la ligne de banlieue de Vaudreuil, moi j'ai entendu dire que jadis, les stations, parce qu'il y en a un nombre incroyable, souvent le train n'a même pas le temps de prendre son aire d'aller, qu'il faut qu'il commence à ralentir pour arriver à l'autre station. Oui, tu es C'est capable que de voir l'autre station à partir du quai souvent. Là. souvent, ouais. Ouais. Puis c'est ce que j'avais entendu, c'est que c'était des boss du Canadien Pacifique à l'époque. Il y a toutes les stations, c'est parce qu'il y avait des grands boss qui avaient un chalet à ces endroits-là. Fait que c'est Ils pour Ça ça devaient fait qu'il y du débarquer en a. chez eux. sens. Ouais. Ça fait du sens parce que c'est des endroits de villégiature, justement, sur l'île de Montréal. Tu sais, la gare de Pine Beach, forcément, ça rappelle cette époque-là où ce que tout le monde, les gens voulaient aller à la plage en dehors de Montréal. Puis qu'au fond, dans ce temps-là, la villégiature, tu n'avais pas besoin d'aller très, très loin. Il y en a qui Ouais. allaient loin, mais des fois, c'était tout juste à côté. Ouais. Le train permettait ça, justement. Ouais, Ben, je pense que c'est juste ce qui dans a Vaudreuil, tu avais plusieurs gares. Tu en avais plusieurs. Tu en avais après ça, avant, après. Ouais. Ça fait présentement du terminus, quand que Vaudreuil est le terminus, jusqu'au centre-ville, s'il n'y a pas de problème avec des trains de marchandises, pas de retard, c'est 55 minutes. On est OK. loin du 5 minutes pour aller à Montréal. Là. Oui, 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 définitivement. Ouais, quand même. Mais bon, la villégiature et le tourisme serait un autre sujet là, super intéressant, mais qui est quand même connexe. Là. Puis justement, tu sais, Pointe-Claire, si c'est devenu, parce que Pointe-Claire, c'est originalement un village francophone là, qui date de la Nouvelle-France, mais ça s'est très anglicisé là, Ouais, ça, c'est Pointe-Claire. dans les Oui. dernières décennies, mais c'était des anglophones, là, des marchands anglais là, du centre-ville de Montréal qui habitaient, puis qui allaient passer leur fin de semaine ou passer leurs vacances chez des habitants à Pointe-Claire. Hein. Puis comment est-ce que ça se passait, c'est que les habitants louaient leur maison, puis la famille allait habiter dans la grange. Ouais, c'est spécial. Tranquillement, pas vite, bon, ben, c'est devenu connu d'eux autres. Puis là, bon, ils ont commencé à venir s'installer, là, comme t'expliquais là, tantôt. C'est un phénomène qui se voit ailleurs, ça aussi, là, de louer de la maison, s'en aller dans la cuisine d'été ou la grange, ça se voit à peu près partout ce que c'est touristique dans ce temps-là. Ouais, C'est une C'est un façon de moyen de gagner de faire beaucoup l'argent. d'argent. Ouais. C'est ça. ouais. Puis aussi, ce qui amène le tourisme hein, dans les régions, c'est qu'on parle de smog là, des fois là, à Montréal, mais à cette époque-là, c'est un autre niveau. Là, l'air ambiant de la ville, à l'industrialisation, le charbon, puis tout ça, c'est pas vivable. Là. Fait que C'est les gens un peu, omniprésent, c'est ça. ouais, les gens un peu aisés, quand ils peuvent se sortir de la ville, ben ils le font, puis bon, tu sais, ils se prennent un chalet. Bon, je pense que c'est la même chose dans Charlevoix, dans le bas, dans Kamouraska aussi, mais plus pour les gens de Québec, là. C'était le même phénomène, là. Moi, je suis un peu curieux, Phil, là, sur l'aspect technologique. Tu disais tantôt qu'il y a eu des trains qui étaient plus électriques. Avant ça, c'était des locomotives à vapeur. Les trains diesel, tu sais, c'est quoi le développement? Là? Mettons un train qui part de Montréal. À quel moment qu'on avait quelle sorte de locomotive? Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a évolué? Je peux pas te dire les dates exactes, mais je pense que c'est intéressant comme question parce qu'on pourrait faire un survol des différentes technologies qui ont existé. Faut savoir que l'électricité sur les trains, ça arrive à peu près probablement justement dans les années 1920. Mais au niveau des tramways, l'électricité, c'est utilisé à partir des années 1890. Oui, mais dans ce temps-là, il amenait l'électricité par des fils. Le train électrique, c'est quoi? Il emmagasinait, il générait? Comment ça fonctionnait? Le train électrique, c'est le même principe que le tramway. Quand on regarde les vieilles photos du train de banlieue, ben avant que ça soit le train de banlieue, mais du train du Canadien national, c'est le même principe. Tu as des crochets au-dessus, puis tu vas avoir une ligne électrique par-dessus les rails, parce que j'imagine, pour des raisons de sécurité, on était quand même capable de dire que si on les met sur les rails en métal... Comme dans le métro. Oui, exactement, c'est ça. Puis surtout que les rails, c'est assez exposé à beaucoup d'endroits là, sur la ligne. La technologie de la vapeur, ça a duré vraiment longtemps. Puis en fait, c'est pas rare. Ça va jusqu'à peu près en 1960 qu'on utilise des trains à vapeur. À ce moment-là, les derniers vont être retirés de service parce que la technologie diesel, de ce que j'en ai compris, ça existe depuis quand même longtemps. À partir des années 30, on voit déjà apparaître des locomotives diesel. Évidemment, s'il y a des experts qui nous écoutent, ça serait bien de peut-être nous dire exactement l'année. Puis tranquillement, pas vite, c'est que ça va venir remplacer
la technologie au charbon. J'imagine qu'il y a un gain technologique à le faire, oui. Il ne va pas changer juste le fun. Et aussi, justement, les locomotives à vapeur, je sais qu'il existe deux technologies. Les toutes premières consommaient du bois franc, genre des bûches. Puis qu'éventuellement, on va passer au charbon pour des raisons, justement, de logistique. C'est que le charbon, ça brûle plus longtemps. Tu as moins besoin d'entraîner. La raison pourquoi on passe au diesel, c'est aussi une question une question technique, hein, vraiment, parce que les ravitaillements, c'est plus facile. Avant, un train à vapeur, il faut que tu ravitailles en eau, donc ça te prend un réseau de réservoirs d'eau le long de ta voie ferrée, puis ce qu'on appelle les charbonniers, donc des endroits où il va y avoir le charbon, puis tu mets ça, quand tu fais certains arrêts le long de certaines gares, tu avais toute l'infrastructure pour faire le ravitaillement des locomotives à vapeur. Le diesel, c'est plus puissant, puis tu as plus d'autonomie. Ça implique que tu peux transporter plus de stock ou de passagers plus loin. Exactement. Le train à vapeur, ça a une certaine puissance, puis dans certains cas, dans les endroits comme dans les Laurentides, on pouvait avoir une locomotive stationnée à un endroit précis pour monter certaines pentes plus à pic, ou sinon, il fallait raccourcir les convois. Mais quand on arrive avec les trains à diesel, particulièrement ceux qui se font aujourd'hui, là, la technologie a peut-être plus ou moins évolué depuis ce temps-là. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la longueur des trains qu'on peut avoir maintenant. Ah oui, on en voit passer, c'est 1, 2, 3 kilomètres, je sais pas trop la longueur, c'est vraiment exactement, long, on met quelques locomotives. Tu regardes ça passer, puis t'attends qu'il ait passé pour avancer. Exactement. C'est à partir des années 30, puis je sais que le Canadien national a essayé une technologie différente, que jamais élevée. C'est des trains turbo, donc avec un moteur à réaction dedans. Je pense qu'ils en ont fait 5 à l'usine Pratt & Whitney à Longueuil, quelque chose comme ça. Puis on mettra une photo, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est un peu l'ancêtre des TGV. On cherchait une façon de rendre plus rapide le passage des trains sur Terre pour compétitionner avec un mode de transport qui était très en vogue dans les années 50, puis surtout 1960, ben, de l'avion. Ouais. Ça, là, ça l'a... surtout l'avion en réaction. À partir de 1958-59, avec le moteur à réaction dans les vols commerciaux, on va gagner énormément en efficacité, en temps de déplacement. Puis le train, en termes de petits déplacements, là, mettons entre Montréal et Toronto, c'est quand même quelque chose. Le monde le fait encore en avion la plupart du temps. Oui, ça fait une sérieuse concurrence. C'est ça. Puis le problème, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va y avoir des problèmes de fiabilité, mais aussi, c'est une des raisons pourquoi qu'aujourd'hui, on parle de faire un TGV, mais qu'on se rend compte que c'est compliqué au Canada. Le réseau sur lequel roulait ce train-là, le train turbo là, du Canadien national ne pouvait pas aller à son plein potentiel parce qu'il partageait la voie ferrée avec les trains de marchandises. Qui vont moins vite. Les passages à niveau, ça baissait pas assez vite. Pour quand le train allait tellement vite, à pleine vitesse, je pense que c'est 200 quelques kilomètres heure, là. Et c'était trop rapide. Puis là, si on fait un TGV aujourd'hui, je sais que c'est une des questions, c'est il va falloir créer une infrastructure dédiée parce que le train va être trop rapide pour les passages à niveau. Tu augmentes ton risque de collision. Ouais, tu mets pas des airs avec un tube non plus, tu sais. C'est ça. En vase clos. Fait que non, c'est compliqué. Ouais. Fait que, ouais. Puis ça l'amène à une question justement que j'ai. Là, on parle des passages à niveau. Historiquement, on connaît certains incidents qui ont eu là, avec des trains, mais à Vaudreuil, des années 60, il y avait un très gros accident parce qu'il y avait plusieurs lignes de train, puis un accident entre un autobus scolaire et puis un train. Mais c'est les accidents, les déraillements, est-ce que c'est quelque chose qui était fréquent sur les chemins de fer? Pas fréquent, mais l'humain aime ça, le sensationnalisme. Voyons. Dites-le pour moi. Sensationnalisme. Ouais, c'est ça qui marche des journaux. Hein. Le sang, le sexe, le sport, le sensationnalisme. C'est ça qui pogne pour les nouvelles, mais fait qu'on en parle beaucoup, puis on parle pas des bons coups d'habitude. Mais il y en a eu des accidents. Il y en a eu à beaucoup d'endroits. Mettons, en arrière de moi, j'ai un beau livre sur l'histoire du train, puis un chapitre complet sur les accidents, déraillements, justement, des collisions. Ça fait les journaux tout le temps. Ouais. Je sais que, mettons, un code de la route que j'ai vu en 1931 stipulait qu'en automobile, il faut arrêter quand on croise un passage à niveau, ce que font les autobus aujourd'hui. Mais, tu sais, je sais pas à quel point
ça dure dans le temps? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que généralement, le train, l'automobile, c'est toujours comme un conflit, justement. Ouais. Il est arrivé beaucoup d'accidents à des passages à niveau parce que juste par ce qu'on appellerait des automobilistes orgueilleux. Puis souvent, les gens voulaient pas sortir de leur voiture. Ils voulaient mourir avec leur voiture. OK, ouais. Des choses comme ça. Ouais, puis c'est comme, j'ai le temps de passer, là. Et les premières automobiles, de ce que j'ai lu, ça avait la fâcheuse manie, ça tombait souvent en panne. Puis des pannes, c'est divers, là, ça peut être une crevaison, tout ça. Puis tu sais, ben, veux pas, une voie ferrée, c'est quand même un obstacle. Fait que ça peut causer des ennuis mécaniques sur la voie ferrée. C'est le pire endroit pour avoir une panne. Donc, ça arrivait, oui. Puis le monde sortait pas parce que, ben, c'est dans mon char. Je pourrais pas dire plus pourquoi exactement. Ah, c'est spécial. Ouais. Puis les déraillements, parce qu'on parlait, un des objectifs du train, c'est de prendre la vitesse. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait souvent, des déraillements? C'est arrivé, oui. Puis généralement, c'est dû à l'erreur humaine parce que ben, contrôler un train aussi, ça demande quand même beaucoup de connaissances. Puis ça arrivait à des erreurs. Je sais que j'ai lu des témoignages de des travailleurs du chemin de fer du Canadien Pacifique. Puis qui disaient que c'est quand même des grosses journées de travail là, qu'ils faisaient. Tu sais, eux autres, ils dormaient sa job. Là, puis il y a des endroits où tu as beaucoup de courbes puis de pentes à négocier. Il faut toujours que tu sois alerte. La technologie à l'époque ne permet pas des freinages aussi efficaces qu'aujourd'hui. Tu sais, une locomotive à vapeur, il n'y a pas un système à air pour arrêter la locomotive. C'est moins fort pour monter les côtes comme pour les descendre. Donc oui, c'est arrivé des déraillements spectaculaires, entre autres dans les Laurentides, là, même aller jusqu'à les années 1940. Ouais. Moi, j'ai un de mes arrière-grand-père, que lui, il a perdu sa femme, puis il a perdu un œil dans un accident de train, là, un déraillement dans le bout de Saint-Adèle. OK. Ça fait les nouvelles, tu es capable de voir le nom, toutes les. Ouais. Ça permet aussi de voir ce que je trouve étrange, c'est que les femmes à cette époque-là, là, des années 20 à peu près, là, il n'y a pas d'identité à ces madames avec le nom du monsieur. Oui. C'est quand même assez particulier. Avec le code civil, oui, c'est au mariage, la femme perd son nom, son prénom bien souvent. Là, ça va être Madame Alphonse Raymond, genre quelque chose comme ça, là, effectivement. Ah, c'est fait des beaux. En regardant les journaux comme ça, on réalise comment c'était à l'époque. Là. Oui. Ben moi, c'est justement un événement, tu en as parlé tantôt, j'étais tombé dans les articles de journaux de l'époque, l'accident qu'il y a eu à Dorion. Pour ceux qui connaissent l'endroit, là, le viaduc qu'on appelle la côté du Kentucky, il n'existait pas jadis. Ils l'ont fait après qu'il y a eu un accident qu'il y a eu en 69. 68, 69, dans ces eaux-là, des jeunes là, qui allaient à une danse là, un vendredi soir, puis l'autobus s'est arrêté là, justement sur le chemin de fer, puis ce qui est arrivé. Mais c'était des funérailles, hein, qu'il y a eu 10 000 personnes assistaient des jeunes là, quand même, à cette époque-là. C'était tout le monde. Les plus vieux s'en rappellent. Là, quand tu parles à des gens là, qui ont 70 ans et plus aujourd'hui, vont se rappeler de cet événement-là, de cet accident de train-là qui a eu lieu à Dorion. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à l'accident du Mont Mégantic, ça avait été le pire accident ferroviaire au Canada. OK. Ce qui n'est pas un record que les gens veulent avoir. C'est pas très enviable comme record, comme tu dis, oui. Avant de conclure, c'est quoi la situation actuelle du train et son avenir au Québec? Écoute, on pourrait faire même un petit retour en arrière, permettre une conclusion rapide. Il y a un phénomène que j'ai quand même trouvé intéressant en étudiant l'histoire ferroviaire, mais l'histoire du Québec ou des Laurentides en général. Le cas du Petit Train du Nord, il est très célèbre parce que c'est une voie ferrée qui dans l'imaginaire collectif, est comme vraiment importante. Malgré que la route 11 a pris le dessus sur le train, on se rappelle plus du train que de la route 11, pour donner l'exemple. À partir des années 70, énormément de voies ferrées sont mises hors service, tout simplement abandonnées, puis généralement, on exige des compagnies qui démantèlent les rails. Est-ce qu'ils font tout le temps? À des endroits, je vois qu'il y a encore des rails, puis
D'après moi, ça appartient encore à la compagnie, mais généralement, oui, là, c'est démantelé. Ça fait que tu as beaucoup d'emprises ferroviaires comme ça qui demeurent vacantes dans les 50 dernières années. Dans les années 80, au moment où on annonce la fermeture de la voie ferrée de Mont-Laurier à Montréal, donc le petit train du Nord, qu'on parle de démanteler les rails, les gens vont se rassembler puis vont se dire « Hey, ça serait le fun qu'on fasse un élément structurant dans la région des Laurentides avec ça, comme le train l'a déjà été. » Puis on s'est dit « On va faire un parc linéaire. » Ça commence à être à la mode, la pratique du vélo. Et c'est comme ça que va naître dans les années 90 la célèbre piste cyclable, le petit train du Nord, qui va être un succès immédiat. Et c'est un modèle qui va être adopté à énormément d'endroits. J'ai pas les dates pour vous, mais tout le réseau cyclable de la route verte, ça arrive très souvent qu'il est bâti sur des anciennes emprises de voies ferrées. Puis il y a une raison assez évidente pour ça. Pour faire une voie ferrée, il y a beaucoup de travail de nivelage qui va être fait au niveau du sol, parce qu'on va avoir des itinéraires qui sont très plats, peu de pentes, pas beaucoup de courbes, ce qui est idéal pour faire du vélo. On parle de des pentes qui sont jamais plus que 5 degrés. Ouais. Puis généralement, une voie ferrée, c'est un endroit central dans une ville. Et donc, il y a énormément de voies ferrées comme ça qui vont être converties en pistes cyclables, ce qui fait en sorte que, bon, aujourd'hui, des voies ferrées, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Dans les années 90, là, ça a vraiment été la consolidation la consécration de l'automobile, c'est le camionnage, les autobus. C'est le moyen de transport ultime en Amérique du Nord, particulièrement au Québec. On le voit dans la façon qu'on organise nos villes depuis ce temps-là. Et donc, aujourd'hui, avec tous les problèmes liés à la congestion, les enjeux des changements climatiques, on se dit qu'on a peut-être mal fait de retirer autant le train de nos sociétés parce qu'on se rend compte que c'est une alternative qui parfois peut être dangereuse, là, comme dans le cas du lac Mégantic, c'est vraiment terrible l'accident qui est arrivé. Dans la majorité des cas, on se dit que c'est peut-être plus sécuritaire que le camionnage pour le transport des marchandises, mais moi, je pencherais surtout du côté c'est plus efficace. Oui, une efficacité accrue à transporter beaucoup de choses d'un seul coup. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a complètement décentralisé le transport des passagers. Via Rail occupe quelques lignes qu'elles sont quasiment forcées de le faire là, pour offrir un service minimal depuis les années 70. Ça n'a jamais été populaire comme il l'aurait souhaité. Ça n'a jamais eu l'aura du train dans ses meilleures années. Puis, le transport de marchandises par train non plus, c'est plus quelque chose qui est très in, alors que pourtant, c'est plus structurant. Ça serait bien vu, un retour du train. Moi, ce que je pense, ça va être difficile à faire. Puisqu'aujourd'hui. Et puis le TGV qui commence à. Ouais. Qui recommence à discuter encore maintenant à Montréal, Québec-Toronto, ou peu importe. Oui, puis ça, c'est un projet que quand on fait l'histoire du train au Québec, ben, ça fait qu'on. Mais au Canada, ça revient très souvent. Je pense à partir des années 80, quand le TGV est inventé en Europe. Nous autres, on se dit, hey, on pourrait faire ça. Puis c'est pas une mauvaise idée, parce que dans un certain sens, le corridor qu'ils ont choisi, c'est là où il y a le plus de population. Parce que on le disait, le Canada, son problème, c'est un immense pays et la densité de population n'est pas là. Mais dans la partie où on est le plus densément peuplé, on fait le choix collectivement de ne pas avoir de transport en commun comme le ferroviaire, puis le transport aussi de marchandises, alors que c'est à cet endroit-là que ça serait le plus rentable et le plus pratique, surtout avec des problèmes de congestion comme on connaît en ce moment dans la région de Montréal, que c'est pas possible. Je pense que je suis bien placé pour vous en parler en tant que camionneur. Ouais. Puis, moi, ce que je pense, ça, c'est ma vision d'historien, c'est, les projets de pistes cyclables par-dessus des emprises ferroviaires, c'est formidable. Le truc, souvent, c'était le meilleur endroit pour faire le train. C'est tout développé autour. Donc, ça va être difficile de dire aux gens, on vous enlève ça. On refait un train. On refait un train, puis ça va être encore plus difficile de dire aux gens, bon, on garde, mettons, le petit train du Nord et Laurentides, parce que dans les Laurentides, les gens me disent tout le temps, on aimerait ça revoir le train. Puis je comprends. Et où est-ce qu'on va le faire? Personne ne veut que ça soit fait chez eux. On veut pas faire ça. Exactement. Par contre, si on lit les actualités, mettons, nationales au niveau du Québec, il y a un projet de train qui refait surface, puis c'est en Gaspésie. Apparemment, qui va être remis en service. Là. Il y avait un train du Canadien national en Gaspésie qui reliait les municipalités entre elles sur
à partir de la baie des Chaleurs, puis j'ai lu que ça va être remis en service, ce train-là. Ça va être Quand cool. même. Puis pour moi, c'est quand même important parce que justement, en région, je pense que les régions, même s'ils ne sont pas densément peuplées, méritent quand même d'avoir d'autres alternatives que la voiture en termes de transport. Oui, surtout quand c'est des régions où la Gaspésie, c'est éloigné des grands centres. C'est très éloigné, très c'est ça. large, la Gaspésie. Exact. Ouais. Puis tu sais, une des raisons pourquoi il n'y avait plus de train, ben, on évoquait justement tout le temps la question de la rentabilité. Pourtant, en Gaspésie, il n'y a pas juste du monde, là, il y a des industries aussi qu'on peut faire vivre. Là. Même pour le touriste, ça serait bon tant qu'à moi. Ben, d'après moi, oui. C'est pas moi qui vais investir, mais je veux dire, Ouais. d'après moi, il y aurait quelque chose. Là. Ouais. Philippe, si on veut t'écouter, on écoute la chaîne Histoire d'un Art. Sinon, si on veut t'avoir en conférence, qu'est-ce qu'on va apprendre puis comment est-ce qu'on te rejoint? Ben, j'en profite pour dire que je donne une conférence au mois de février à Mascouche, à la Société d'Histoire. Pour avoir des infos concernant la conférence, puis aussi si vous voulez entrer en contact avec moi, la conférence, ça va être sur une route nationale parce que moi, ma spécialité, c'est l'histoire des routes. Évidemment, je peux parler de l'histoire des trains, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus calés que moi là-dedans. Mais vous entrez en contact avec moi via ma page Facebook qui porte simplement le nom Histoire d'un Nord. Mon compte Instagram, Histoire d'un Nord aussi, c'est également une bonne façon de rentrer en contact avec moi. Puis oui, si vous êtes intéressé à me recevoir comme conférencier, ça va me faire plaisir de parler de l'histoire de la route qui passe par chez vous. Je dirais que généralement, je suis capable d'aller chercher des informations qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Puis surtout, vous montrer c'est où que ça passait. Ouais, t'as une particularité, c'est que t'es à la fois camionneur et historien. Il ne doit pas en avoir beaucoup comme ça. Non, effectivement, fait qu'on appelle ça une déformation professionnelle. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à l'histoire des routes, parce que quand je me promène à quelque part, ben c'est la première question que je me pose. C'est où? C'est quand la première fois qu'on a fait cette route-là? En tout cas, moi, je pense que dans la région de Vaudreuil-sur-Lange, si tu fais une conférence sur l'histoire des transports routiers dans la région, je crois que tu devrais avoir quand même plusieurs intéressés, puisque c'est un sujet très d'actualité dans la région, dans mes anciennes contrées, comme qu'on dit. J'ai parlé de l'autoroute 20 pour le fun. Ouais, et pas juste, hein. Même, c'est ça. Même, je pourrais peut-être, les prochains épisodes que je vais faire, parce que moi, je me spécialise en histoire des Laurentides. Ben, la saison 2025, je vais parler de l'histoire des basses Laurentides, puis forcément, j'aurais pas le choix de parler du réseau routier dans ce secteur-là. Tu sais, un réseau routier, pour les gens qui habitent les basses Laurentides, vous le savez, un réseau routier qui a été négligé un peu comme partout ailleurs, qu'on avait promis qu'on ferait immense, puis qu'on n'a jamais fait. Mais que la région s'est développée. Puis qu'en plus, on a perdu le transport en commun comme le train. On se retrouve dans la situation actuelle. Super. Eh bien, sur ce, Philippe, je te remercie beaucoup pour ta générosité et pour les connaissances que tu es venu nous partager. Ça m'a fait grand plaisir. Ben, merci à vous autres. Merci Eric, merci Yann. Puis, ouais, on va s'en reprendre une autre fois. Salut les gars. Salut. Au revoir. Ouais, ben c'était encore une fois très intéressant comme entrevue. On en a appris beaucoup. Les trains, hein, c'est comme qu'on disait, ça fait partie intégrante de la vie de nos ancêtres. Puis là, ben toi, Yann, tu as un exemple concret à nous donner. Oui, tout à fait. Donne-moi 2 secondes, je te partage mon écran. Donc, là, je vous montre, ça, c'est la photo préférée. C'était la photo préférée de mon père. Je l'ai en édition, puis je vais en reparler un peu. Mais la photo préférée de mon père, pour une raison, c'est mon grand-père, le père à mon père. Okay. Puis ici, il y a donc Conrad Lauzon, mon grand-père, mon arrière-grand-père, Wilfrid Lauzon d'Ipitro. Ensuite, son père, donc mon arrière-arrière-grand-père, Wilfrid Lauzon, donc Wilfrid. C'est pas du tout mélangeant, c'est pour ça que lui, il avait pris un surnom. Puis, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Joseph Lauzon. Puis quand la cousine à mon père, elle m'a donné, salut Sylvie d'ailleurs, quand la cousine à mon père elle m'a donné une édition de cette photo-là, on jasait, puis là je disais, pourquoi est-ce qu'il y a un œil de caché, là, comme un œil pirate? Ben, apparemment qu'il y a eu un accident de train. Puis là, c'est comme, OK, il y a eu un accident de train, c'est quoi? Et ça, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Puis de là, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver d'où que ça sort, cet accident de train-là. Puis, ben, j'ai trouvé, ça s'est passé en février 1917.
Donc, celle-là est cite. Déraillement dans le Nord. Une femme est tuée et près de 50 voyageurs sont blessés entre Saint-Adèle et Piémont. Là, on Puis ça, c'était regarde en quelle année, cet article-là? 1917. On regarde la date ici, La- mercredi 7 février 1917. Parfait. Donc, on a le train, une locomotive à vapeur, sûrement à l'époque. Un cours de déraillement survenu vers les 6h30 hier soir entre Saint-Adèle et Piémont. Entre parenthèses, Saint-Sauveur. Une femme, Mme C. Godard, a été tuée et près de 50 voyageurs. Notez le nom ici, C. Godard, on va revenir à ça tantôt. Le corps a été mené à l'hôpital Notre-Dame, à l'hôpital général. Donc, il a été ramené à Montréal. Je crois comprendre qu'il revenait vers Saint-Jérôme à partir de Montréal. Une des victimes, M. Joseph Lauzon, on checkait l'âge, on va demander l'âge tantôt, là, spécifiquement 72 ans, de Saint-Jérôme, est dans un état critique vu son grand âge. Puis là, il parle de sergent Fred West, et ainsi de suite. Mais mon ancêtre, mon arrière-grand-père qui a perdu un œil, on voit son nom dans le journal à cause d'un déraillement de train. Quand même. Donc, décédé, Madame Godard, 60 ans, on va revenir tantôt. Joseph Lauzon, blessé, 72 ans. Et là, il y a beaucoup de noms qui sont mentionnés. Quelque chose que je tiens à mentionner, c'est quand on parle ici de Madame Monette, Monette, c'est le nom de son mari. Tous les noms qu'il y a ici, c'est tout le temps les noms du monsieur. À l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc ici, Madame Godard, Godard, c'était le nom du monsieur. Puis, en fait, l'affaire là-dedans, c'est que c'était pas Madame Godard. On voit ici dans la presse, j'ai la même date, le 7 février, que c'est Madame Lauzon. Saint-Jérôme, Madame Lauzon, l'une des victimes de l'accident de Saint-Adèle, a succombé ici ce matin. La défunte, ci-devant veuve Godard, avait épousé en seconde noce un monsieur Lauzon, ce qui fait croire à un moment donné, deux personnes avaient trouvé la mort. Donc, ils s'étaient mariés. Tu sais, ils étaient déjà en âge avancé quand ils se sont mariés. Fait que probablement qu'elle gardait encore, c'est la veuve Godard. Probablement qu'il devait l'appeler encore Madame Godard. Il devait l'appeler Madame Lauzon. D'une façon ou d'une autre, c'était même pas son nom à elle, c'était le nom de son époux. Et ça lui a donné un certain mélange, parce que c'est qui elle? Ben, c'est Mme Lauzon. Mme Lauzon est décédée. Ah, mais il y en a d'autres qui parlaient de Mme Godard parce qu'elle était Mme Godard. Fait que là, ceux qui prenaient les nouvelles, ils pensaient qu'il y avait deux morts quand il y avait confusion dans le nom. Ça dit beaucoup sur l'identité des femmes à l'époque. Pour nous autres, c'est normal. Ma mère, elle avait pris le nom de mon père, mais dans les années 80, les femmes gardaient leur nom. Maman, mais si elle a pris le nom de mon père, on savait que c'était une Paquin. C'était pas reçu, c'était comme. Mais pour eux autres, l'identité, en fait, la femme à ce moment-là, elle n'avait pas le droit de vote. C'était pas un citoyen. Là, elle faisait partie de. C'est particulier. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça quand même assez particulier. Là. Il y a plusieurs articles là-dedans. On parle. Il faut que je le retrouve spécifiquement. Là. Ici, déraillement du CPR. Puis là, y a-t-il les noms décrits à quelque part? Il faut juste mentionner là-dedans. Parce qu'on parle des blessures des gens. Puis, c'est comme ça que j'ai réussi à être certain que c'était l'accident qui avait occasionné, que mon arrière-grand-père a perdu un œil. Parce que là, il mentionne les blessés. C'est qu'on voit son nom. Les autorités du CPR, c'était qu'une partie des blessés qui s'étaient à Montréal, encore 40 blessés. On voit ici la liste. Madame Godard, mais là, elle a décédé après que lui ait pris les. Quand elle a quitté le site du déraillement, elle était considérée blessée, puis éventuellement, elle était considérée comme décédée. C'est un déraillement de train. Le train, probablement qu'il dans une courbe allait trop vite et les wagons ont lâché, puis ça a donné un effet domino, puis tout est tombé.
Ça doit être d'une violence quand même assez solide. Les gens qui étaient là-dedans, là, on s'imagine les wagons qui revolent, puis tout. Ça doit faire. Elle a été tuée, mais elle a été tuée pas par le déraillement, mais par les événements qui ont été dans le déraillement, dans le mouvement qui vient avec le déraillement. Donc, ici, c'est sauvetage émouvant. Un sauvetage émouvant, celui du bébé Grace White. Il était avec sa mère et son petit frère âgé de 5 ans. Lorsque le wagon fut tourné sans dessus-dessous, la force du choc projeta le bébé par la fenêtre dans la neige et le wagon roula par-dessus. Sans effet aucun. Donc là, on s'imagine, le wagon revole, le bébé revole, le wagon passe par-dessus. Mais sans lui infliger aucun mal. Le désespoir de la mère faisait peine à voir, mais après les premières recherches, on releva l'enfant presque sous le wagon, absolument sain, sans aucune égratignure. Un autre enfant de 4 ans, de Mme Oscar Parent de Verdun, a parcouru au premier choc une bonne distance dans le wagon sans s'infliger de mal. Un jeune couple, M. et Mme Stella de Macasa, en pleine lune de miel. Ça, c'est le fun. Ça, tu viens de te marier, puis tu pognes un accident de train. Ça fait des affaires à raconter après ça dans les parties de Noël. A subi de l'accident un contretemps fâché et la jeune épouse a perdu connaissance à suite d'un violent choc nerveux et n'a retrouvé ses sens qu'à bord du train de secours qui l'a ramené à Montréal. On s'imagine un peu, tu sais, les gens sont là, on s'imagine, on prend, il y avait pas, c'était un transport normal, là, on prend le train, on s'en va, on s'en va à la maison, on s'en va à Saint-Jérôme. Puis, c'est ça, c'est violent, là, c'est quelque chose. Puis, tu sais, là, moi, il y en a une qui est décédée, c'était la nouvelle, ben, pas nouvellement épouse, mais la dernière épouse de mon arrière-grand-père. Mais toi, Eric, je pense que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a subi aussi un accident de train et que c'était un peu plus tragique. Oui, tout à fait, je vous montre ça. Pas un ancêtre direct. Toutefois, c'est les sœurs de ma grand-mère du côté de mon père. On est dans le devoir du 1er septembre. On peut voir ici tué par un train. Marcelin Charette. En 1926. En 1926. Tué par un train, Marcelin Charette, 71 ans, épicier, 347 rue Saint-Joseph à La Chine, et Juliette Laprairie, 9 ans. On les marque avenue Georges V, La Chine, ont été tués instantanément hier après-midi vers 1h30, alors que la voiture dans laquelle il se trouvait fut frappée par un train du CNR, venant de Toronto à l'intersection de la rue Victoria et de la 1er avenue à La Chine. Une autre fillette de 8 ans, Cécile Laprairie, qui se trouvait aussi avec les victimes, a été sérieusement blessée et a dû être conduite à l'hôpital Saint-Joseph de La Chine, où on espère peu de lui conserver la vie. Heureusement, elle a survécu par la suite. Il était en auto, puis il a été frappé par le train, ça je comprends. Oui, effectivement. En voiture, ça peut être une voiture à cheval aussi, 1126, je ne sais pas. Oui, c'est une voiture à cheval, là, probablement. Quoique Marcelin Charette était... si vous allez à La Chine, il y a le marché de La Chine sur la rue Notre-Dame. Ben, c'était le marchand. C'était lui qui s'occupait du marché de La Chine à cette époque-là. Il était aussi quelqu'un d'assez influent au niveau politique. J'ai vu son nom quelques fois là, dans la politique municipale de mémoire, là. Quand ça se passe, ma grand-mère est seulement âgée de 3 ans, là, fait que ça a dû être tout un bouleversement là, quand même dans la famille. C'est la grande sœur de ta grand-mère. Exactement. Fait qu'elle a 3 ans, puis sa sœur de 9 ans est décédée, puis l'autre, elle a été blessée, puis elle était avec, en fin de compte 8 ans. Il était combien d'enfants? Je pourrais pas te dire le nombre exact, là, mais une famille classique là, de l'époque. 8-10 enfants, 8-10, là. Bon. Et c'est aussi quand même à une époque où est-ce que quand on a 10 enfants, rarement les 10 vont arriver à l'âge adulte.
par toutes sortes de circonstances, là, maladie ou Mais un normalement, accident de pas le train. train, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas normalement dans tu t'attends pas à ça, là. Tu t'attends à ce qu'il y en ait des fois qui soient malades parce que, bon, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, bon, je disais d'arriver à l'âge adulte, mais juste d'arriver à l'âge de 5 ans, c'était déjà quand Ouais, même, c'est déjà bon. ouais, c'est ça, là. C'était un signe, parce qu'il y en avait beaucoup là, tu sais, ils mouraient en bas de 2 ans, là, Ouais. souvent dans les jours après la naissance. C'est pour ça que les catholiques baptisaient rapidement les enfants. Parce qu'on rappelle que dans les mœurs catholiques, un enfant non baptisé, il ne pourra pas aller au paradis. Ouais, on va aller au limbe. Ouais. Là, c'est intéressant parce que toi, c'est un train du Canadien national, CNR, Canadian National Railway. Ouais. Moi, tantôt, c'était le CPR, le Canadian Pacific Railway. Les accidents de train, c'était pas nécessairement fréquent, là, mais il n'y avait pas de compagnie qui était à l'abri de ça, là. Non, non. Mais tu sais, c'est peut-être, comme tu dis, pas nécessairement fréquent, mais probablement beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui, quand Oui, même. oui. C'est Ben, quand la dans dernière fois un, que tu as vu un accident de train, toi, dans notre coin, là, de déraillement. Tu sais, moi, je suis entouré de trains, là, puis on n'a pas de. Il y a eu déjà un super gros, mais on n'en a pas, on en a pas régulièrement les accidents de train, là. non, c'est ça. C'est sûr qu'à l'époque, les transports, ce sont principalement le train. Hein. Il y a pas, la voiture n'a pas encore pas pris son expansion. On en a parlé avec Philippe. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus d'accidents de train qu'il y en a aujourd'hui. On n'a pas, comme d'habitude, hein, on a fait une bonne partie de l'histoire des trains. On aurait pu en parler là encore plus longtemps, là, mais on a quand même une bonne idée de l'importance que ça a apporté à notre société d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez participer à l'émission en tant qu'invité pour nous parler d'un sujet qui vous passionne, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, raconte-moi mes ancêtres, @gmail.com. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant le contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci. Bonne journée à vous, les auditeurs. Puis bonne journée à toi, Eric.